Bonsoir tout le monde, bonsoir, on est enfin en ligne pour ce grand rendez-vous. Salut les gens. Salut tout le monde, salut, c'est le grand rendez-vous, c'est la grande interview. On a annoncé ça hier et les gens étaient très heureux. Et oui, on reçoit Monsieur Pierre Carles. Bonjour. Merci de m'accueillir. Voilà, c'est la première fois que je viens ici, peut-être la dernière d'ailleurs. Peut-être, c'est toi qui décideras à la suite. Ou vous, je sais pas, ou les internautes. De toute façon, tu nous connais pas, tu sais pas ce qu'on fait, tu regardes. Absolument pas. Moi, je connais rien T'as vu la tête que j'ai pas 20 balais, j'ai pas 30 balais, donc je suis largué totalement sur les médias nouveaux, quoi. Voilà. D'accord. Bienvenue dans le pire média des nouveaux médias. En tout cas, on est très content de te recevoir. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter Pierre peut-être Carles pour certaines personnes. Oui, journaliste. Réalisateur de films documentaires, mais t'en as fait combien? Une dizaine Non, des documentaires, j'en ai fait une trentaine. Et des longs métrages, j'en ai fait une douzaine, des longs métrages. Et donc, t'es beaucoup axé sur la critique média, mais il y a aussi beaucoup de documentaires autour de trucs de gauche, d'extrême gauche. Vous parliez aussi là en off. On parlait d'action directe, ouais. Il y a aussi un truc sur les FARC. Oui, les FARC. Justement, c'était sur les FARC, hein, c'est ça, le dernier qui était sorti. Non, entre les deux, il y en a eu d'autres. Ah ouais? Le dernier film, c'est Guérilla des FARC, l'avenir de l'histoire. Celui avant celui-là, c'est ça. Qui est sorti il y a 2 ans. Ouais. Et là, on va c'est moi qui oublie c'est moi qui oublie la date. Ouais. Et là, on t'accueille pour le film sur Georges Ibrahim Abdallah, sur l'affaire de Georges Ibrahim Abdallah. L'affaire Abdallah. Ouais, qui s'appelle L'affaire Abdallah, qui est sorti le 8 avril. Exact. Si je me trompe pas. Ouais. Et avant qu'on en discute, je propose aux gens qu'on regarde la bande-annonce et après on parle du film. Milan, est-ce que tu étais prêt? Je suis pas sûr qu'il était Milan, prêt. il est là, on est sur Internet, donc c'est pas. Ouais, ici c'est pas la télé. Il n'y a pas la discipline télé, c'est un petit Abdallah, peu. Le plus ancien prisonnier de France pour des faits à caractère politique. Effectivement, c'est un cas unique. Hein. Un attaché militaire américain est tué à Paris. Un numéro 2 de l'ambassade d'Israël est tué à Paris. Donc il n'y a aucun chef d'inculpation sérieux contre Abdallah. Aucun des chefs d'inculpation retenus contre lui n'est sérieux. Il est en prison pour les actions en 1982, mais pas pour les attentats terroristes de 1986. Et en fait, après, on a appris que c'était plutôt des attentats qui étaient organisés par des forces pro-iraniennes. Georges Ibrahim Abdallah, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et comment ne pas se poser des questions Vous n'avez jamais douté de ce que la police disait? Mais si, bien sûr. Oula, on a écrit des bêtises quand même. Hein. En règle générale, au bout de 15 ans, on peut demander une libération conditionnelle. Il y a plusieurs demandes à niveau de libération, toutes rejetées. Toutes rejetées. Les Américains voient en Abdallah un terroriste extrêmement dangereux. We don't think he should be released. Un pouvoir politique extérieur qui impose ses vues. Mais la France est un pays indépendant. Ah bah oui. Abdallah. Georges Abdallah. C'est la 13e manifestation devant sa prison. On espère que c'est la dernière. Une pensée pour Georges Ibrahim Abdallah. Et voilà, c'était la bande-annonce du film qui est actuellement au cinéma. Avant que je te pose des questions, moi j'aimerais bien avoir l'avis de Raz et Cassandre sur le film, ce que vous en avez pensé. Moi je donnerais aussi mon avis d'expert, mais son point de vue. Non, moi j'ai adoré le film. Je trouve que il y a à la fois un côté didactique parce que ça permet de remonter le fil de toute l'affaire en fait, parce que pour beaucoup de personnes, bon, on sait que Georges Ibrahim Abdallah c'est un mec qui est en prison qui doit être libéré, mais je sais pas que pour ma génération de militants, on ne sait plus exactement c'est quoi l'histoire et du coup ça permet vraiment de se replonger dans le contexte aussi de l'époque, hein, avec la guerre Iran-Irak, avec tout le contexte géopolitique de la période, et en même temps avec une sensibilité qui est assez caractéristique de ton travail de réalisateur et qu'en tout cas j'aime beaucoup, qui transparaît dans tout le truc. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté assez de reprendre toute la chronologie et ça finit bien quand même, donc ça fait du bien aussi. Il y a un happy end, c'est pas mal. c'est ça. Très belle fin. Mais dans mes 2 derniers films, que ce soit Guérilla des FARC, l'avenir a une histoire, ou dans l'affaire Abdallah, il y avait cette idée aussi de mettre beaucoup de profondeur historique, c'est-à-dire de raconter l'histoire depuis le début. Ouais. Et c'est la seule manière de ne pas se faire avoir par les récits médiatiques, c'est de savoir comment ça a démarré, comment des gens sont venus à prendre les armes. C'est toujours en réaction à des situations de domination, d'oppression, tu vois, de suggestion. Et si on n'a pas ça, on comprend rien, quoi. On comprend pas pourquoi des gens tout d'un coup se sont mis à rejoindre la lutte armée. Et là en plus, il y a toute cette histoire d'injustice dans l'affaire Abdallah extrêmement longue. On a failli condamner un homme à une sorte
peine de mort lente, hein, c'est-à-dire le laisser crever en prison, c'est ce que voulaient les Américains. Et bon, heureusement, ça s'est terminé, comme tu le disais, par un happy end, quoi. Qui a pris du temps à arriver, mais malgré tout, un happy end. Quand j'ai appris qu'il avait été libérable l'année de ma naissance, j'étais en mode c'est ah oui, c'est le niveau de déni, mais ça on en parlera. Oui. Je pense qu'on en reparlera aussi. Moi, ce qui m'a impressionné aussi dans le film, c'est même les peu d'extraits de médias que tu mets pendant le film sur la question israélo-palestinienne. Tu vois même aussi la question de la lutte armée, une certaine différence de ton, mais déjà une criminalisation et ils font vraiment en sorte de décrédibiliser la possibilité de défendre le peuple palestinien par la lutte. Et tu vois que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quand même pire. Tu vois, des peu extraits. Tu vois, par exemple, c'était quand même... Ils disent lutte armée. Ils disent pas encore le mot terroriste. Tu vois, c'est un truc moi qui m'a choqué. C'est le moment où le mot terroriste arrive. Ouais, c'est ça. C'était à la jonction. Et commence à caractériser presque racialement, en fait. C'est ça. Mais tu vois, je pense aussi que pour la génération... qui, pour une partie, je pense, dans notre public, ont découvert la question palestinienne avec le 7 octobre. Je pense que le film est important aussi pour ça, de voir que c'est une histoire qui dure depuis très longtemps, même avant Georges Ibrahim Abdallah, mais dont Georges Ibrahim Abdallah est vraiment un symbole important aujourd'hui, quoi. Mais pour les gens qui connaissent pas, c'est intéressant, mais même moi, je fais partie des milieux qui connaissent cette histoire, notamment quand tu as fréquenté Youssef Boussouma. Tu la connais en long, en large, en travers, cette affaire et tout. Mais ça reste toujours intéressant de voir ça. En plus, il y a plein de témoignages super. Il y a des choses folles. Et moi, je retrouve la patte de Pierre Karl et des journalistes qui travaillent autour, d'avoir parfois des interviews où tu es en mode, mais comment ça se fait qu'il a accepté ? Comment ça se fait que... Et puis la séquence avec François Hollande, la séquence avec Laurent Fabius, c'est assez extraordinaire. Donc moi, je dis foncez dessus. Ah oui, allez-y les gens. Allez-y. Et alors, on parle de la happy end. Ça va être une question que je vais te poser. Mais aussi, on voit dans les images... Alors, tu as fait un film, mais je voulais aussi signaler qu'il y a aussi une BD autour de cette affaire, dans Les Oubliettes de la République, Georges Ibrahim Abdallah. Donc c'est par toi et par Malo Kerfiden, merci pour le nom. Donc c'est aux éditions, c'est Delcourt. Ouais. Donc n'hésitez pas, allez le voir parce que c'est aussi ça reprend. Ça complète le film. Oui. Voilà, exactement. Et en fait, moi, la première question que je voulais te poser, c'est que on voit dans le film qu'il y a des images qui datent. Tu allais à chaque fois dans les manifestations près de la prison où était Georges Ibrahim Abdallah. Donc ça fait des années. Il y a des gens, ils ont fait le chemin pendant plus de 20 ans. Il faut quand même se rendre compte. Donc toi, ça fait longtemps en fait que tu travailles sur ça. Ça fait combien de temps que tu t'es intéressé à cette affaire ? Alors non, relativement peu. Moi, ça fait 7 ans. Mais avant cela, tu citais les gens qui travaillent avec moi, notamment Nina Faure, qui a interpellé François Hollande, ou Clara Menet, qui a interpellé Laurent Fabius. Il y a également Léa Gasquet. Enfin, il y a toute une équipe. Ma productrice qui me permet de faire des films aussi libres et indépendants que celui-ci, Annie Gonzalez, qui est pour beaucoup aussi dans ce film. Et puis des monteuses, des monteurs, etc., qui travaillent avec nous. Et c'est formidable de faire ça collectivement. Tu ne peux pas faire ça tout seul, quoi. Bah toi, c'est impossible. Grillé en plus, non ? Comment ? Oui, alors en plus, pour les entretiens avec certaines personnes, il vaut mieux que ce soit pas moi qui y aille. Et puis, les archives, j'ai eu la chance de tomber sur un militant bordelais, Jean-Pierre Ramine, qui avait filmé toutes les manifs depuis 2005 ou 2006. Donc il avait toute la mobilisation des militants devant la prison de Lannemezan et il m'a fait part, j'ai eu accès à ces images. Après, moi j'ai travaillé seulement, je dirais entre guillemets, seulement 7 ans sur le film. Le film sur les FARC, j'avais travaillé 11 ans dessus. Voilà. Mais c'est un luxe de pouvoir prendre le temps de documenter une histoire pareille. Et il faut de toute façon du temps si tu veux pas être superficiel, si tu veux essayer d'avoir tous les protagonistes de l'histoire, ceux qui sont encore vivants, et puis des gens qui ne souhaitaient pas témoigner mais qu'on tenait absolument à interpeller, comme François Hollande, Laurent Fabius, Éric Dupond-Moretti, des gens comme ça. Il faut du temps. Et donc on a pris le temps qu'il fallait pour arriver au film qui existe aujourd'hui et qui documente cette histoire incroyable. Après, tu avais quand même déjà un lien indirect avec l'affaire Abdallah. C'était parce qu'on parlait tout à l'heure hors antenne de Ni Vieux Ni Traître, mais au travers justement de la prison de Lannemezan et de la question des prisonniers politiques sur laquelle tu avais déjà travaillé aussi, quoi. Donc il y avait aussi, je pense, un fil rouge de continuité dans ce sur quoi tu as pu travailler aussi par le passé. Ah oui, la figure du terroriste, entre guillemets, qui est fabriquée par les médias et qui est... On avait accolé ce terme aux militants d'Action Directe, on l'a fait avec les FARC colombiennes, on l'a fait avec les FARC libanaises. Ça m'a toujours
énervé de voir comment ce terme est utilisé pour disqualifier toute lutte radicale et de résistance la plupart du temps, et comment on peut mélanger des groupes qui commettent par exemple des assassinats ciblés de responsables ou de militaires ou de diplomates, et puis des gens qui font des attentats aveugles, qu'on appelle aveugles, ou en tout cas qui visent des civils de manière indiscriminée. Ça n'a pas grand-chose à voir. Et donc, dans plusieurs films, j'ai essayé de déconstruire cette figure diabolique qui est fabriquée ou relayée par les grands médias du terroriste, qui sert à couper court à toute discussion. Sont des terroristes, on n'en discute pas. Les raisons pour lesquelles ils ont pris les armes sont immédiatement disqualifiées. Alors que c'est pas. Il faut quand même raconter les choses. Il faut raconter que prendre les armes, c'est pas rien. Que ceux qui le font, ils mettent leur vie en danger. Il y a une réflexion aussi derrière. Et que la plupart du temps, c'est face à des injustices. C'est pour s'insurger contre des injustices, souvent sociales, que des gens ont pris les armes, que ce soit pendant la Résistance en France ou à d'autres époques dans l'histoire de l'humanité. Donc on dit il y a une happy end. Donc il y a là on sait tous, il y a la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Est-ce que toi, est-ce que c'était dans ta tête quand tu filmais, tu te disais je vais terminer quand il va être libéré, ou tu avais la possibilité de se dire il sera pas libéré, donc il faut que je sorte ce film? On avait commencé à monter le film avec une autre fin. D'accord. Il était déjà il s'achevait par un type qui était condamné à la prison à vie, et la honte de ce pays d'essayer d'appliquer cette peine de mort lente à ce militant communiste libanais pro-palestinien. Heureusement, on fait des films sur des durées très longues, et quand on a vu qu'il y avait une chance qu'il soit libéré, que le rapport de force était un peu en train de s'inverser, et on n'a pas clos le montage, et finalement on est allé jusqu'au 25 juillet 2025 en tournage, jour de son retour au Liban, et là on a mis une caméra sur place à Beyrouth pour filmer son arrivée, et puis là on s'est dit, le film avec cette déclaration incroyable qu'il fait en arrivant, là ça y est, on a la scène de fin du film, et le film s'achève là-dessus, et c'est tant mieux. Ouais, c'est une belle fin, c'est clair. Mais ça, c'est le propre du documentaire. On ne sait pas comment ça va se finir. C'est la différence avec la fiction. Et il faut que le scénario reste ouvert le plus longtemps possible quand on réalise un film documentaire. Ne pas s'en tenir à un scénario préétabli. Filmer ce qui se passe et ce qui s'est passé. Et vas-y. Oui, il y a aussi, Wissam a parlé des archives de manifestation, il y a aussi un gros travail d'archives télévisuelles. Comment est-ce que tu as abordé un peu ce travail? Parce que j'imagine que ça doit être des masses et des masses à exhumer, en fait. Est-ce que c'est ça qui t'a pris le plus de temps, finalement, de tout retrouver et de même sélectionner les moments les plus pertinents? Parce qu'à chaque fois, il y a des mots et des tournures de phrases qui frappent énormément quand on regarde le film. Avant de répondre, là, je vois sur le chat qu'il y a des gens qui disent qu'il est sorti dans peu de cinéma. C'est pas faux, hein. Mais déjà, c'est incroyable qu'il soit sorti. Hein. Oui. La loi Yadan aurait été votée, il sortait pas le film. Hein. Mais vu le contexte, je pense que ça. Dans le contexte actuel, c'est miraculeux qu'il y ait eu un distributeur pour sortir le film, qui est très courageux. À ses distributions, on avait du mal à trouver un distributeur. Le distributeur, c'est l'intermédiaire entre le producteur, la production, et les salles de cinéma. C'est celui qui fait les affiches, qui tire les copies, tout ça. Et on avait du mal à trouver un distributeur pour ce film. Les gens avaient super peur. C'est incroyable. Hein, donc il faut se dire qu'on a de la chance déjà qu'il existe, d'accord, mais qu'il sorte, quoi, il sera ensuite visible en VOD, tu vois, mais qu'il soit en salle de cinéma, même si c'est dans pas beaucoup de salles, c'est déjà miraculeux. Il faut s'en féliciter, quoi. Il passe encore à Paris, les gens. À Paris, il est encore visible, à l'Espace Saint-Michel et au Luminor, je crois. Mais je pense. S'il sortait dans 1 an ou 2, je pense pas qu'il serait au cinéma. Hein. Vu la tendance du moment. On verra, mais là, donc il y a du bol, quoi. Oui, on verra. Et pour essayer de répondre à ta question, on travaille de manière très artisanale, donc on va chercher des archives partout où on peut. Et là, il y a un gros niveau d'archives dans le film, hein, avec notamment des images du procès de 1987 avec Jacques Vergès, qui était l'avocat d'Abdallah. Kiechman, qui était dans l'autre camp, le camp des Américains, Georges Kiechman. Et puis, au niveau du montage, si les choses sont aussi précises, c'est parce qu'on voulait faire un film enquête un peu à l'américaine, entre guillemets. En général,
pour moi, c'est pas positif à l'américaine, hein, dans ma bouche, mais et dans le film, hein, quand on voit le rôle des Américains, des Américains, des États-Unis. Je me fais reprendre à chaque fois dans les salles de cinéma des gens qui me disent, quand tu dis les Américains, ça peut être aussi les Chiliens, les Colombiens, donc il faut pas dire les Américains, les États-Uniens, les États-Unis d'Amérique. Le grand Satan, mais oui. Donc non, mais essayer d'avoir cette efficacité où on livre de manière, concise, oui, les faits, les protagonistes, les déclarations des uns et des autres, des unes et des autres, et les archives, en essayant d'avoir tout, quoi. Tu vois, on a essayé de tout avoir en archives. Je crois qu'il rien nous a échappé. C'est hyper dense. Et voilà, et ça c'est important d'avoir un film aussi efficace qui peut même pas être classé par les adversaires ou qualifié de film gauchiste, militant. Il y a même des gens qui sont plutôt des gens de droite, comme un magistrat antiterroriste comme Alain Marceau, qui est pas un gauchiste, hein, loin de là, qui s'étonne de l'impérialisme judiciaire nord-américain. C'est fou. C'est pas un type de gauche qui dit ça. Bon. Tu as des anciens dirigeants de la DST, la Direction de Surveillance du Territoire, le contre-espionnage français, qui s'étonnent que Abdallah soit encore en prison et qui trouvent ça anormal. Bon, il y a un journaliste comme Georges Malbruno, tu le vois aujourd'hui un peu partout sur les chaînes de télé, du Figaro. Il parle de résistance palestinienne sans problème. Tu vois, dans le film, il dit pas terroriste, quoi. Et ça, c'est bien aussi qu'on n'ait pas, qu'on voit qu'on est allé voir des gens dans tous les camps et qu'il n'y a pas que des gens de gauche qui s'étonnent de cette justice d'exception dont a été victime Georges Abdallah. Mais ça, ce que tu dis sur le côté d'un film qui fait pas film de militant ou film gauchiste, je pense aussi que le côté chronique judiciaire apporte à ça aussi. C'est qu'il y a vraiment un côté un peu dans le champ de la légalité, il y a ça, on voit des avocats, on voit des policiers, on voit, il y a un panel un peu étonnant, et même, justement, comment ça se fait que des gens acceptent de parler de ça, notamment, moi, je pense aux journalistes qu'on voit dans la bande-annonce, journaliste de Libé, Véronique Brocard, et des trucs, parce que pour nous, alors peut-être que parce que pour nous, notre génération, un journaliste de Libé, c'est un sauce, et c'est les plus à gauche de Libé, c'est des sauces, quoi. Donc peut-être qu'elle l'est pas, tu vois, mais moi, quand je vois ça, avoir une autocritique d'une journaliste de Libération, c'est un truc que je pensais jamais voir. Alors peut-être que t'es tombé sur la seule qui est sincère. C'est tellement gros, mais oui. Mais tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'étais vraiment étonné. Il y a des journalistes qui ont quand même un peu de conscience professionnelle, qui... Si c'est Pierre qui le dit. Attention. Oui. Il y a quelques journalistes, je ne dis pas les journalistes, ils existent, qui ont aussi mauvaise conscience par rapport à ce qu'ils ont fait. Oui, je comprends. Parce que là, elle est à l'évidence catastrophée quand elle revoit les articles de Libération à l'époque. Et ce n'était pas les seuls. Et elle a eu le courage de venir raconter ça devant notre caméra, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Oui, ça, il y en a certains qui n'ont pas voulu témoigner, dont quelqu'un comme Edoui Plenel, par exemple. Tu l'avais contacté, tu l'avais contacté. Je vois Edoui Plenel, je vois point d'interrogation. Ils n'arrêtent pas de demander depuis le début. Oui, on l'a contacté, Edoui Plenel, bien sûr. On l'a contacté parce que c'était lui qui était à l'origine de cette opération de désinformation, avec ses sources qui l'ont trompé. Il a involontairement intoxiqué tout le monde. C'est pas volontaire, il faut pas. Mais il aurait été intéressant qu'il s'explique et qu'il nous raconte dans le détail quelle était cette source qu'il a intoxiquée. Alors moi, mon hypothèse, la raison pour laquelle il n'a pas voulu venir devant notre caméra, c'est qu'il avait probablement qu'une source et pas plusieurs sources, ce qui est une faute professionnelle. Il a mal fait son travail, quoi. Je pense qu'il n'a pas croisé des sources. C'est une hypothèse. Hein. Seul lui peut nous expliquer ce qui s'est passé. Peut-être qu'après... C'est d'autres hypothèses dans le chat. Peut-être qu'Edoui Plenel est devant, est devant son écran, devant son téléphone, et qu'il va nous expliquer cela et nous appeler. Ça serait bien. Mais voilà, donc c'est dommage que certains n'aient pas... Mais d'autres ont eu le courage. Certains sont venus à reculons. Hervé Brusini, il n'était pas très content de venir, mais il est venu. Et Véronique Brocard, Hervé Brusini, c'est France Télévisions, il a aussi raconté plein de conneries. Voilà, et c'est dommage que le principal acteur de cette opération de désinformation n'ait pas voulu témoigner dans le film. Les gens qui ne comprennent pas, vous déjà allez voir le film, vous comprendrez plus en détail, mais en gros, les médias, au moment, parce que Georges Ibrahim Abdallah a été accusé à tort
d'attentats. D'être à la tête d'une organisation qui commettrait des attentats. Attentats en France. Voilà, alors en 1986, il y a une vague d'attentats. C'est vrai que vous êtes trop jeune. On a redate et les internautes aussi. Quand j'ai vu le nombre d'attentats dans Paris, je suis en mode ah ouais, putain, on se plaint des attentats aujourd'hui. Il y a une vague d'attentats, des attentats massacres qui visaient à tuer des gens dans la rue, dans les magasins, tout ça. Et ces attentats, en fait, étaient liés, c'est expliqué dans le film, étaient liés au fait que la France agressait l'Iran, le régime des Mollahs, parce qu'elle soutenait l'Irak de Saddam Hussein qui faisait la guerre à l'Iran. Donc le régime irakien avait déclenché une guerre contre l'Iran du régime des Mollahs, et c'était... La France, elle soutenait Saddam Hussein à l'époque. Elle livrait des armes, elle livrait des super-étendards, des avions de chasse, et elle livrait des missiles Exocet, elle livrait des armes à l'Irak. Donc l'Iran se sentait très agressé, et en plus, la France ne voulait pas rembourser de l'argent que l'Iran d'avant le régime des Mollahs, de l'époque de la monarchie iranienne, du Shah d'Iran, avait été investi dans le nucléaire français. C'est des sommes très très importantes, c'était plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros. Pour les gens qui suivent ma chaîne, j'avais fait un long truc sur l'histoire du nucléaire iranien, etc. Et ça fait partie justement de ce scandale-là. C'est ce qu'on appelle le contentieux Eurodif. Exactement. Voilà, une société qui était mixte entre la France et l'Iran, mais l'Iran de l'époque du Shah d'Iran, de la monarchie. Et quand les Mollahs ont demandé à ce qu'on leur rende l'argent investi par l'État iranien à l'époque de la monarchie, la France a dit bah non, on vous connaît pas, nous on connaissait le Shah d'Iran, donc on vous rend pas l'argent. Ils l'avaient très mauvaise, et ils ont demandé à des membres du Hezbollah, les Iraniens, de commettre une série d'attentats en France pour dire on n'est pas content. Et donc, les médias français intoxiquaient notamment Le Monde, le journal Le Monde, qui était à l'époque tiré à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. On n'imagine pas ce qu'était Le Monde à l'époque, aujourd'hui. Oui, c'est un niveau de légitimité le journal énorme. de référence, c'était vraiment le journal de référence. Le quotidien de référence. Le quotidien de référence. Et les autres journaux suivaient. C'est-à-dire que si Le Monde publiait quelque chose en début d'après-midi, à sa parution, les autres grands médias, pour eux, c'était parole d'évangile. Ils ne mettaient pas en doute ce qui était écrit dans Le Monde. Et donc, Le Monde a écrit des bêtises en attribuant les attentats en question, non pas aux Hezbollah et aux Iraniens, mais au groupe de Georges Abdallah, qui n'avait rien à voir là-dedans, qui ne commettait pas d'attentats terroristes, à caractère terroriste, qui commettait des assassinats ciblés, ce qui n'avait rien à voir. Donc son mode opératoire, en plus, au FAR, les fractions armées révolutionnaires libanaises, n'avait rien à voir. Donc, je ne comprends pas ce qui s'est passé pour qu'on attribue au FAR. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et lorsqu'il a été jugé quelques mois plus tard, dans la tête de tout le monde, des journalistes, mais des juges aussi, il était responsable non seulement d'assassinats ciblés, son groupe, mais également d'attentats massacres. Et donc, il a pris perpétuité. Mais alors, il y a Vivian Petit, on en avait parlé dans la discussion. Tu peux relinker juste avant. ton article. L'article, la hors-série entre Edoui Plenel, la police et Le Monde, donc, qui est dans le chat. On te salue, Vivian. Il avait partagé son article sur hors-série, là, si vous voulez en savoir plus. Et donc, oui, tu reviens beaucoup sur ça, mais il y avait aussi, donc, il y a la question médiatique, mais il me semble qu'il y a aussi la question politique où il faut trouver un responsable pour calmer la population et faire croire que l'État français agit. Et ça a été la victime toute trouvée, Georges Ibrahim Abdallah, mais même ses frères aussi, qui ont été... Mais en plus, c'est une folie, je pense. On se rend pas compte. Wanted, $1 million de francs. On parlait d'un hélicoptère, d'un avion privé et tout. Oui, mais ça, c'était mort. Où il y a une théorie, à un moment, je veux pas trop spoiler le film, mais il y a un moment où ils essayent de prouver qu'ils ont pu tuer quelqu'un en France et être 5 heures plus tard à Beyrouth. Ils sont en mode Kobayat, dans leur village. Oui, voilà, ça. Mais ça se trouve, ils ont pris un jet privé. Oui, bah oui. Toujours James Bond. Oui, voilà, c'est ça. Un jet privé, comme si c'était un groupe qui avait des finances énormes, qui avait un pouvoir et une logistique incroyable. Et donc, ils sont partis, les médias français, la télévision notamment. À l'époque, il n'y avait pas Internet, mais la télévision est partie dans un truc délirant. On voyait des schémas comme quoi ils avaient pris un jet, ils étaient allés à Vienne, en Autriche, un autre jet, ils étaient arrivés à Chypre, ils avaient pris une vedette rapide, et après, je ne sais quoi, pour arriver dans leur village à l'heure de la conférence de presse. C'était absolument délirant. On était dans un délire collectif, mais ça arrangeait le pouvoir français de l'époque. C'était Jacques Chirac qui était Premier ministre. Les deux ministres de l'Intérieur, il y en avait deux à l'époque, c'était Charles Pasqua et Robert Pandreau. Ça les arrangeait qu'on ne regarde pas du côté de l'Iran, parce que ça voulait dire que c'était la France qui était fautive dans l'histoire. Ça ramenait la guerre dans le quotidien des Français, et du coup ça sortait en fait de la logique de guerre par proxy qu'il y avait avec l'Irak. Et ça rappelait surtout que la France avait agressé l'Iran, qui répondait en représailles avec cette vague d'attentats. Donc pour le pouvoir politique français, Chirac, Pandreau, Pasqua à l'époque,
c'était mieux qu'on ne voit pas, ils ont laissé prospérer cette fake news, en fait. Donc c'est une fake news, ils ont laissé prospérer cette opération de désinformation, ça les arrangeait qu'on ne regarde pas du côté de l'Iran, parce que si on regardait du côté de l'Iran, on regardait du côté du pouvoir politique français qui avait agressé l'Iran. Et ça les arrangeait vis-à-vis des États-Unis qui voulaient la tête de Abdallah, parce que justement à cause de ces assassinats ciblés, notamment qui avaient visé un attaché d'ambassade américain et un fonctionnaire israélien qui s'est révélé être un membre du Mossad. Voilà les deux assassinats. Et est-ce qu'on n'est pas aussi dans une période où il y avait un intérêt de surcriminaliser une figure communiste aussi? Est-ce que cette side politique-là... pour toi, ça, c'est presque... Non, je pense pas qu'il était communiste. Oui, Abdallah... il l'est, mais j'ai l'impression que c'était surtout un militant arabe. C'était surtout un arabe avec une tribu. Mais c'est ça qui est très intéressant. Et il ne considérait pas son communisme. C'est ça que je trouve aussi très intéressant dans le film, c'est comment ça a joué aussi ce racisme anti-arabe et cette vision des barbares. Et j'adore en fait la différence. On voit les frères qui viennent parler, qui viennent dire, mais nous, on est prêts à s'expliquer. Et on voit le côté très même classe de leur déclaration. Par rapport à l'imaginaire qu'on fait de ces barbares. Eux, c'est la tribu Abdallah. Oui, il y a un extrait légendaire. C'est le reportage de TF1 qui parle de tribus moyenâgeuses. Voilà, c'est ça. Ce ne sont pas des politiques, ce sont des clans. Merci, Live de l'eau. Ils leur dénient toute intelligence. Capacité de réflexion. Voilà, c'est des Arabes, c'est des abrutis, en gros. Voilà ce que raconte ce reportage. C'est un racisme anti-arabe incroyable. Et c'est aussi une façon de solder aussi, je pense... la période politique communiste, radicale, révolutionnaire qu'il y a pu y avoir en France, en disant non mais de toute façon le communisme n'existe plus, il n'existe plus dans aucun pays, et s'il y en a chez des Arabes, c'est juste par justification et par prétexte. Pour se distinguer entre les clans. Mais à l'époque, on utilisait encore dans les grands médias des termes qui ont totalement disparu, comme le terme fédayine, pour parler des combattants palestiniens. On parlait des fédayines et c'était pas péjoratif, c'est pas comme terroriste, tu vois. On utilisait même le terme guérilla pour parler des attaques de l'OLP, enfin des groupes armés palestiniens. On parlait de guerrilleros, de guerrilleros et de guérilla. Et ça, ce sont des termes qui ont été complètement effacés. Et c'est le terme terroriste qui a pris le dessus pour qualifier la lutte armée et la résistance aujourd'hui. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que on voit le traitement médiatique de l'époque, on voit qu'il est catastrophique, mais est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, malgré les tendances, c'est encore plus problématique la manière dont on traite ces sujets-là? Et le fait que, déjà, rien que pour parler d'actualité, il faut faire très attention. Mais depuis le 7 octobre 2023, c'est encore pire, c'est sûr. Il y a une injonction d'utiliser le terme terroriste aujourd'hui. Celui qui ne l'utilise pas est tout de suite pointé du doigt et même pénalisé. D'ailleurs, heureusement qu'on a fait la plupart des entretiens avant le 7 octobre. Parce que je ne suis pas sûr que certains juges antiterroristes, magistrats antiterroristes, certains anciens responsables du contre-espionnage ou un journaliste du Figaro comme Georges Malbruno auraient parlé de manière aussi libre. Je pense qu'après le 7 octobre, ils auraient fait très très attention à leur vocabulaire. Ils n'auraient pas parlé de résistance palestinienne. Tu vois, ils auraient peut-être moins... Donc, non, là on est dans une sale période... pour qualifier les choses avec justesse. Et là, ça, c'est bien parce que moi, j'ai l'impression que ce bilan à gauche on va dire des tentatives ou réussies, ratées, avortées en cours de résistance armée, de lutte armée, même en dehors de lutte armée, d'organisation radicale de la lutte avec des moyens plus ou moins violents, etc., qui est un peu un non-dit à gauche. Je pense que c'est en réalité assez peu réfléchi, notamment depuis la fin de Notre-Dame-des-Landes et un peu la dispersion du mouvement autonome. Je crois qu'on n'a jamais été aussi loin de la possibilité d'en parler et de réfléchir. Et rien que d'en faire l'histoire et de la considérer comme faisant l'histoire de nos mouvements aussi. C'est ça. Je sais pas si toi, t'as une impression là-dessus, qui a travaillé sur ça dans quelques films, quoi. Moi, il me semble important de rappeler que des luttes radicales qui peuvent aller jusqu'à la lutte armée existent, ont existé, sont pas nées comme ça ex nihilo. Et je pense que c'est toujours important de raconter l'histoire avec un grand H, quoi. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers plusieurs films. J'ai essayé de faire à travers plusieurs films en essayant toujours de
de casser des représentations médiatiques dominantes très idéologiques. On dit toujours qu'on est, nous, engagés, qu'on fait des films militants, etc. Mais en face, n'en parlons pas. Tu vois, c'est l'idéologie. Bon, là, maintenant, c'est devenu grossier avec des chaînes comme CNews et compagnie. Mais même avant cela, ça l'était déjà. Des journaux télévisés ou des grands médias empreints d'idéologie et se faisant passer pour objectifs. Et notamment sur... bon, après, il y a un avant aussi, après 11 septembre 2001. Après je pense que après le 11 septembre 2001, la figure du terroriste arabe, c'est devenu la nouvelle figure du diable. Et donc, ça a arrangé beaucoup de monde, tu vois, de qualifier toute action radicale. Bon, on a même utilisé le mot écoterroriste, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la contestation des grandes bassines, des méga-bassines à Sainte-Soline. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, a parlé d'écoterroristes. Qui disent une connerie, c'est une chose, mais ça a été relayé complaisamment par certains journalistes, ce terme-là, et sans utiliser de guillemets, tu vois. C'est pas normal, quoi. On parle de contestataires à l'agro-business, à l'agro-industrie, à l'agro-agriculture plutôt, et qu'on parle d'éco-terrorisme parce qu'on conteste des bassines qui assèchent les nappes phréatiques. Oui, presque. Il y a eu une prolifération du mot terroriste presque inversement proportionnelle à la baisse de la mortalité justement des attentats. C'est-à-dire que quand tu regardes Sainte-Soline, c'est du dégât matériel. C'est du crime sans victime presque. Mais c'est la vraie tradition de la très grande majorité des actions de gauche qu'on pourrait qualifier de violentes. Les sabotages. Tu vois, même Action Directe, leurs premières actions, c'était des tirs de sommation sur des bâtiments, tu vois. On imagine, en fait, on surinvestit les exemples qu'on a d'assassinats ciblés, mais qui sont en réalité mais en France, ils se comptent sur les doigts d'une main. Voilà, c'est ça. Ils se comptent sur les doigts d'une main, pas pour les groupes de gauche, pour les groupes d'extrême droite, ils se comptent sur les doigts de plusieurs mains. C'est ça. Il y a une très grosse différence. Il n'y a pas du tout, comme les médias l'ont fait après l'affaire de Lyon et la mort de Quentin Derenc, ils ont présenté ça comme deux violences, dans le meilleur des cas, comme deux violences équivalentes. C'est totalement faux. C'est du pipeau total. L'histoire, là encore, est claire depuis 50 ans ou 40 ans, en tout cas. Il y a le groupe Action Directe qui a assassiné un PDG, un général, ça c'est certain. Et une balance, Gabriel Chahine, qui était une balance qu'ils avaient balancée aux flics, qui a été assassiné aussi par le groupe Action Directe. Mais après, il y a peut-être encore un assassinat, et ensuite, il n'y a plus d'assassinat du tout, ce qui n'est pas le cas du côté de la droite et de l'extrême droite. C'est ça. Moi, je me demandais, alors, Georges Ibrahim Abdallah, quand on évolue dans les milieux antiracistes, décoloniaux, anti-impérialistes, c'est une figure centrale. C'est quelqu'un de très important, quand on voit son histoire, quand on connaît ses déclarations, on le voit aussi dans ton documentaire. Je sais pas, moi, c'est un énorme respect, c'est incroyable. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la détermination de la personne, parce qu'on ne parle pas d'une personne qui a seulement été, qui a seulement subi une injustice. C'est-à-dire que malgré l'injustice, il a toujours refusé de vendre sa dignité, il a toujours été droit dans ses bottes, il a toujours été mis en avant ses combats. Oui, il a l'argument tout le temps qu'il est toujours de gauche, on ne va pas le libérer, il est toujours pour la libération de la Palestine. Il n'a pas changé d'idéologie, de pensée politique. Et lui a toujours refusé de montrer patte blanche. Et même de dire que je refuse de me faire juger par cette justice, faites ce que vous voulez, moi j'ai mes combats. Et toi tu dis que tu t'es penché sur ça il y a 7 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-dedans et qu'est-ce que ça représente pour toi, Georges Ibrahim Abdallah ? Moi, je l'avais croisé en prison dans les années 2005 à Lannemezan, la prison où il était incarcéré à la fin, parce que j'allais visiter Jean-Marc Rouillant, donc d'Action Directe, à l'époque où je faisais un film sur Action Directe. Et les parloirs étaient collectifs à l'époque. Donc Rouillant m'avait dit, tiens, je te présente. C'est fou. La rencontre. C'est incroyable. Rouillant et Georges Ibrahim Abdallah. Un cocktail. Oui. Sauf que c'est en prison. On a reçu Rouillant il y a quelques années. On l'embrasse d'ailleurs. On lui fait encore aujourd'hui, je reçois des messages pour me dire oui, tu défends Jean-Marc Rouillant, cet assassin. Bref. Et donc, il me présente Georges Abdallah. J'avais vaguement entendu parler, mais je ne m'étais pas plus documenté que ça sur les actions des phares et sur les raisons pour lesquelles il était en prison. Et je me souvenais plus du tout. J'avais pas en tête l'histoire de cette fake news de 1986, qui n'avait pas été documentée jusque-là. Donc même moi, j'étais persuadé que c'était une histoire qui concernait Abdallah et pas les Iraniens. Et donc, quelques années plus tard, en 2018, une militante du comité de soutien à Georges Abdallah, qui avant de cela était dans le comité de soutien aux membres d'Action Directe, vient me voir à l'issue d'une projection et me dit
si tu peux nous filer un coup de main, on n'arrive pas à le sortir. Tu avais fait un film sur l'action directe qui avait contribué à ce que des projections de débat et une mobilisation existent autour de la libération des gens à action directe. Est-ce que tu ne pourrais pas faire pareil pour eux ? J'avais dit, bon, écoute, je vais essayer de faire quelque chose, mais plutôt une vidéo pour vous, les militants, je vous la laisse, pas un film. Et donc, j'avais commencé à interviewer Philippe Poutou, Noël Mamère, des gens qui étaient scandalisés par le fait que Abdallah soit encore en prison. En 2018, on était. Et puis, en me documentant et en commençant à creuser un peu cette affaire, cette histoire, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une affaire Abdallah. Et je me suis dit, non, il ne faut pas faire une petite vidéo militante. Il faut aller plus loin, il faut faire un film enquête. Et donc là, on a commencé à travailler là-dessus avec ma productrice, Annie Gonzalez, et puis toute l'équipe qu'on a constituée. On s'est dit, on fait un film enquête costaud, sérieux, très documenté, le plus exhaustif possible, même si on ne veut pas tout mettre dans un film. Il y a des choses qui sont dans la BD qui ne sont pas dans le film. Et réciproquement, parce que la fin de l'histoire, elle n'est pas dans la BD, puisque la BD est sortie 2 ans avant sa libération. Donc, dans le doute, lisez la BD, allez voir le film. Voilà. Faites les deux. Mais en tout cas, ça a démarré comme ça. Et puis après, il y a eu un soutien incroyable. Il y a 800 personnes qui ont financé le film. Il y a 800 donateurs, donatrices. Parce que c'était compliqué. On l'avait proposé aux télé au départ. On l'avait proposé à Arte. Vous êtes optimiste. Arte nous a dit, oui, Arte, parce qu'ils ont une case enquête où 2 fois 52 minutes, ça fait 1h44, et nous, notre film fait 1h41 aujourd'hui. Donc mais ils n'auraient jamais accepté Arte. Arte, c'est aléatoire, parfois, on sait jamais. Mais Georges Ibrahim Abdallah sur Arte. Non, pas un film enquête sur l'injustice commise à l'égard de ce détenu communiste libanais pro-palestinien. Non, mais ils l'ont refusé. Je ne suis pas étonné. Mais ils disent, si tu vas les voir, ils disent non, on peut tout proposer, on est ouvert à toutes les propositions. Ils te disent ça. Ouais. Donc, faut tenter. On a fait les andouilles. On a envoyé. Et alors, l'argument qu'ils ont trouvé, c'était la responsable qui nous a répondu, c'était c'est une histoire trop franco-française. Ça ne va pas intéresser les spectateurs européens, allemands. Enfin, voilà l'argument fallacieux qui a été avancé. C'est quand même. Je suis même allé voir les gens de Netflix. Je me dis, il y a toutes les qualités pour un film Netflix. Tu vois, tu as une affaire géopolitique, les Américains qui interviennent dans les affaires judiciaires françaises, tu as une fake news, tu as une durée de détention totalement hors norme. Ça va intéresser Netflix, ce genre de truc, puisqu'ils aiment bien. Et, ils n'ont jamais répondu. Je pense que c'est encore. Alors qu'ils avaient dit non, on est ouvert à toutes les propositions, bien sûr, si c'est intéressant, ça peut nous intéresser. Tu parles, Pipo. Et puis je pense que Netflix, si t'as pas la patte Netflix. Non, je l'aurais pas réalisé moi, j'aurais vendu le scénario, mais même ça les intéressait pas. Même ça, parce que attends, les États-Unis qui apparaissent pour ce qu'ils sont, c'est vraiment une puissance impérialiste. C'était avant Trump qu'on l'avait proposé. La fake news qui concerne la presse française avec des gens qui sont encore à des postes de pouvoir importants, et puis surtout un communiste. Tu vois, ils n'avaient pas envie d'en faire un martyr. Netflix, ils n'avaient aucune envie de faire d'un communiste un martyr. Ils ont beau dire on est ouvert à tout ça, c'est du pipeau total. Netflix, c'est l'impérialisme culturel américain, comme tout le monde. Bien sûr. Et je dis ça pour les quelques internautes qui se font avoir par Netflix des fois. Ah oui. En plus, c'est des documentaires popcorn faciles à regarder, quoi. Non, il y a un aspect qui est pareil, encore un fil rouge aussi de ta carrière, c'est la critique médiatique, alors qui est vraiment, on ne peut pas l'échapper évidemment, on ne peut pas y échapper dans ton documentaire. On parlait tout à l'heure d'Edoui Plenel, j'aimerais un peu y revenir parce que, non mais pas sur lui directement, tu vois. Il n'y a pas de souci, on y va. Mais sur cette pratique-là aussi on peut appeler ça journalisme de préfecture, de cette collaboration souvent qu'on voit entre des journalistes qui prennent des sources policières et qui participent en fait de diffuser justement ce genre de tests policières. Je me demandais, parce que dans cette idée un petit peu de faire un petit peu le bilan d'où est-ce qu'on en est aujourd'hui, j'ai l'impression que, en tout cas de ce que j'observe moi, parce qu'on fait aussi beaucoup de réactions et d'analyses un petit peu des discours médiatiques, que cette tendance-là en est venue à s'empirer. Parce que tout à l'heure, tu disais que tu avais ton hypothèse, c'était que peut-être qu'il avait pris qu'une seule source, et comme c'est une faute professionnelle, peut-être qu'il en avait un peu honte, mais que j'ai même plus l'impression qu'on parle encore de ça comme d'une faute professionnelle à laquelle on tient les journalistes aujourd'hui, dont on leur tient rigueur, quoi. Genre,
qu'il y a un abaissement général aussi des standards de vérification. Il y a surtout il y a un problème surtout, c'est que la précarité croissante, comme dans tous les milieux, et notamment dans le milieu journalistique, fait baisser le niveau, puisque tu as de moins en moins de gens qui peuvent se spécialiser dans un domaine, qui peuvent vivre d'un travail d'enquête ou d'investigation costaud, sérieux. Il y a encore quelques lieux qui existent, mais souvent, c'est pas forcément d'ailleurs dans les grands médias, ça peut être dans l'édition, tu peux trouver dans l'édition ou dans la BD, tu peux faire des BD, par exemple, dans la même collection, il y avait Les algues vertes de Inès Léraud sur l'histoire de la pollution des nitrates en Bretagne par les agriculteurs, les gros agriculteurs, pas les petits. Et donc tu peux encore avoir des lieux d'indépendance où on peut faire du journalisme au sens noble du terme, sans avoir peur du pouvoir, sans avoir peur des pouvoirs, mais et tu as plein de journalistes qui ont envie de faire ce type de boulot. Le problème, c'est de trouver les endroits où tu puisses faire cela, où tu puisses trouver les moyens pour faire des enquêtes au long cours. Ils sont de plus en plus rares, ces endroits, donc c'est pas une question, je pense, de volonté, c'est une question... mais tu as raison, sûrement que la situation se dégrade, ou en tout cas, elle ne s'améliore pas. Voilà. Si elle ne se dégrade pas, elle ne s'améliore pas. J'espère que vous suivez le chat et vous regardez tout ce que racontent les gens, parce que moi, j'ai un cerveau de vieux, donc j'arrive pas à voir... T'inquiète pas, on gère. D'un côté, répondre à vos questions, et de l'autre côté, lire... non, mais il y a des commentaires genre Andouille Plenel, t'inquiète pas. Andouille Plenel, on arrive à gérer la... Vous gérez, là on est des professionnels. Hein. On est des professionnels des nouveaux médias. J'ai l'impression, c'est pas totalement ma certitude, mais j'ai l'impression que vous êtes des professionnels. Ça va. Et ce que j'aime bien aussi, mais c'est aussi le cas dans l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, il y a plein de gens, notamment dans le chat, qui disaient que les États-Unis et la France auraient aimé que ça soit sous le tapis, cette affaire Georges Ibrahim Abdallah. Et donc il y a la détermination de Georges Ibrahim Abdallah, mais il y a un truc sur lequel il insiste beaucoup, Georges Ibrahim Abdallah, c'est qu'il n'aurait jamais pu tenir sans aussi l'intervention des militants autour. Bien sûr, et on parle de personnes qui sont là depuis 20 ans, qui ont suivi cette histoire et tout. En plus, ça fait plaisir. Moi, on voit dans ton documentaire Patrick qui avait la librairie Point du Jour, la feu librairie Point du Jour et tout. Donc, il y a des militants, ils sont là depuis longtemps et qui ont permis d'une à Georges Ibrahim Abdallah de tenir, et aussi deux, que ce soit toujours sur le devant de la scène. Il n'y avait pas une manif sans qu'il y ait un drapeau de Georges Ibrahim Abdallah. Pour toi, c'est important aussi de montrer ça dans le documentaire, le côté collectif. C'est pas par militance que je l'ai montré, c'est parce que c'est la réalité. Sans ce soutien militant, Abdallah serait peut-être pas sorti. C'est pas la seule raison. C'est pas la seule raison. Mais en tout cas... c'est sûr que le fait que la mobilisation soit croissante, on voit aussi Rima Hassan, le retour d'avoir été arrêtée par les Israéliens quand elle revient place de la République, elle cite Georges Abdallah. Vous l'avez vu en live, ça, les gens, on était en live, en direct. Vous étiez en live, vous, d'accord. Dans la foule intérieure. Et donc il y a eu cette mobilisation. Il a eu beaucoup de visites aussi, ce qui l'a permis de tenir, parce que 40 ans, je pense que nous, moi en tout cas, je passerai 40 ans et 9 mois en prison, je ressortirai comme une loque et pas en bonne forme mentale ni physique. Je me serais déjà vendu. J'aurais trahi déjà. Oui, voilà. On aurait renié nos convictions. Donc il y a eu ce soutien et ces visites au parloir. Il a eu beaucoup de parloirs, beaucoup de gens venaient le visiter. Donc ça lui a permis de tenir. Et puis la discipline qui est la sienne en tant que militant communiste, il lisait beaucoup et il faisait des notes de lecture. Il se tenait toujours informé de ce qui se passait au Proche-Orient. Il écoutait tous les matins, il se levait très tôt, à 5-6 heures du matin, il écoutait les radios proche-orientales. Et donc il se tenait toujours informé, même de ce qui se passait au Liban, en Jordanie, en Syrie et en Égypte. Et même le directeur de la prison, m'a-t-on raconté, venait le voir pour prendre des leçons de géopolitique, tellement il était érudit, et tellement il était considéré comme un sage, comme une espèce de Nelson Mandela libanais à la prison de Lannemezan. Il était même respecté, on me disait, par certains surveillants et tout. Absolument, les surveillants le respectaient énormément, parce qu'il avait un rôle pacificateur peut-être aussi, dans les tensions qu'il peut y avoir entre détenus et surveillants, quoi. Donc voilà, pourquoi je vous racontais ça, je ne sais plus, mais en tout cas... On parlait du travail collectif. C'était important de montrer que sans cette mobilisation, même l'avocat vous le raconterait mieux que moi, mais lors d'une audience, on n'a pas pu la filmer parce que les caméras ne rentrent pas lors des audiences des tribunaux de l'application des peines, mais lors d'une audience, la présidente du tribunal de l'application des peines a dit il y a trouble à l'ordre public, non pas parce qu'il y a des manifestations, mais parce que sa durée de détention anormalement longue
suscite et génère des manifestations de plus en plus importantes. C'est la présidente qui a dit ça. Donc elle a dit la justice crée un trouble à l'ordre public. Les avocats de la partie civile américaine étaient là en train de regarder cette présidente, mais d'où elle sort ils étaient verts, ils n'étaient pas contents. Tu vois. Oui, parce qu'il y a des pressions états-uniennes énormes. Et l'avocat d'Abdallah, Jean-Louis Chalancé, son dernier avocat, buvait du petit lait. Lui, il était super content d'entendre la présidente tenir ce genre de discours en disant là... Donc voilà, ça a servi la mobilisation. Et il le dit d'ailleurs à la fin, quand il arrive à Beyrouth, il dit le coût de ma détention était devenu trop important. Quand il dit le coût, c'est en gros le bordel qu'il y avait dehors. Oui, ça a joué sur sa libération. Ça a pu jouer aussi cela. Pas uniquement, mais ça a pu jouer. Et je trouve que justement, à la sortie de sa détention, on voit aussi tout ce que tu expliques sur tout ce que tu viens d'expliquer sur son côté érudit, sage, qui se tient toujours au courant de l'actualité. Je pense que c'est son côté militant aussi, où il en sort aussi en théoricien de ce que c'est qu'un prisonnier politique et de ce que c'est que la mobilisation pour les prisonniers politiques. C'est-à-dire qu'il en sort aussi avec des leçons. Quand il dit c'est un coup, ça veut dire que c'est par là que les militants doivent se diriger pour continuer de faire pression et pour continuer la lutte. Et je trouve que c'est assez... Et puis il sert de cette tribune pour faire... Une leçon politique aussi. Parler de Gaza direct. Qu'il arrive à Beyrouth. Quand il arrive à Beyrouth, c'est... Mais lui, il est toujours resté un politique. Hein. Il a jamais demandé... Il était jamais dans la plainte, Georges Abdallah. Jamais il se plaignait. Et effectivement, quand on voit le film, des jeunes nous ont dit, à l'issue d'une des premières projections du film, il y avait une jeune femme de 20 ans dans la salle à Auch, dans le Gers, qui a dit « Mais ce film, il nous donne de l'espoir. » Il donne de l'espoir parce qu'on voit que même si on essaie de vous massacrer, pas physiquement, mais en tout cas de vous maintenir très longtemps en prison, vous pouvez sortir comme il est sorti lui, et c'est réjouissant de voir cela, que l'être humain est capable de résister à 40 ans de détention et sans sortir dingue ni abîmé physiquement. Et elle dit ça, c'est réjouissant de voir cela. Mais il faut avoir un mental de fou, une discipline assez importante. Mais en plus, c'est ça que je trouve intéressant dans Georges Ibrahim Abdallah. On a presque l'impression d'un voyageur dans le temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, en fait, il est resté 40 ans conservé dans sa discipline marxiste, d'analyse et tout, et que dans le monde extérieur, c'est un peu perdu ça, et qu'il revient et qu'il nous redit la lutte des classes. Est-ce que tu as aussi cette impression-là et que, j'ai l'impression que ça redonne aussi un espoir aux gens et de se dire, ah oui, là, il y avait cette radicalité-là dans les années 70, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à tirer là-dedans. Oui, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il rappelle que les gros problèmes, c'est pas des problèmes religieux, c'est des problèmes de lutte des classes et de domination. Il ramène pas tout au religieux, comme c'est fait aujourd'hui. Mais il le dit, il a dit, c'est pas une intervention. C'est pas le ciel, c'est la lutte qui a ramené. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est important d'avoir des voix de ce type. Dans les conflits actuels, notamment dans le monde arabe. Et il y a aussi, on voit au début, ça m'a donné envie de chialer, le début, quand il y a Rima Hassan, c'était toi qui filmais. Et qu'il est ému que quelqu'un rentre dans sa cellule. Il le dit beaucoup de fois. C'est la première fois que quelqu'un vient dans ma cellule, ça me touche beaucoup. C'est le premier à venir avec une caméra dans sa cellule depuis 40 ans. C'est Rima qui s'est servi de son passe-droit de député pour pouvoir faire ça, c'est ça ? C'est pas un passe-droit, c'est la loi, tout simplement. C'est le droit qu'ont les parlementaires, c'est le droit qu'ont tous les parlementaires français. Le droit de visite, c'est ça. De visiter un lieu de détention et ils peuvent aller vérifier les conditions de détention des détenus. Mais c'est aussi le cas dans des centres de rétention administratifs et tout. Ils peuvent arriver à tout moment et ils peuvent être accompagnés de journalistes. Donc, je l'ai accompagné, moi, sur cette visite. C'était en février, je crois, 2025. Et pour l'instant, donc là, on dit qu'il sort depuis le 8 avril. C'est pas dans toutes les salles. Allez voir, il y en a dans quelques-unes dans Paris, je pense, dans les grandes villes et tous les cinémas. Allez voir les cinémas indépendants. Est-ce que tu as des retours pour l'instant sur la réception ? Alors, les invitations médiatiques, je pense pas qu'on va te voir dans des grands médias. Non. Il y a peu de chance. France Inter s'est pas précipité pour m'inviter. Ah, j'ai cru qu'ils t'avaient invité. Au contraire, ils ont plutôt cassé le film. Le Monde, pareil. Mais c'est pas grave. Et c'est normal, même, je dirais. C'est même tant mieux, peut-être.
Et c'est peut-être Tu serais pas inquiet s'il faisait une bonne critique? Si, ça serait inquiétant. Mais il faut le dire aux internautes qu'il y a possibilité aussi d'aller voir les salles de cinéma et de leur dire on veut voir ce film, programmez-le. On a aussi un pouvoir de ce côté-là. Hein. Si on est plusieurs à aller voir une salle de cinéma qui ne connaît pas le film, parce que le type, on l'a pas vu passer, et on lui dit nous, on est quelques-uns et on est capable d'amener d'autres personnes voir le film, il va le programmer pour des raisons strictement commerciales. Hein. On en parlait l'autre jour. L'exploitant de la salle de cinéma. On en parlait l'autre jour pour Alice au Pays des Colons qu'on a reçu Yanis Mamdi, mais ça tient tout ce qu'il a dit sur aller voir vos cinémas à essai, indépendants, etc. Ça tient aussi pour... Prenez notre groupe d'action et faites ça. Ouais, on a la chance en France d'avoir un réseau de salles indépendantes qui n'a pas d'équivalent en Europe. Ça fait partie de l'exception culturelle française. Il faut en profiter, parce que un film comme ça, il sortirait pas en Espagne, en Italie. En tout cas, il sortirait pas dans des cinémas, en tout cas. Et en Espagne, il circulerait peut-être un peu mieux, vu qu'il n'y a pas la répression à l'égard des manifestants pro-palestiniens comme en France. Il y a quelqu'un qui dit a-t-il été indemnisé pour cette erreur judiciaire et cette durée d'emprisonnement? Non, non, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt... tu sortiras si t'indemnises. Oui, c'est plutôt ça. On lui a demandé d'indemniser la partie civile américaine. Non, mais la question n'est pas bête. Il pourrait très bien. Il veut pas le faire parce que pour lui, il n'a aucune confiance dans la justice française et il a raison. Mais la France devrait lui présenter des excuses. Le président de la République devrait lui présenter des excuses. Mais même les journalistes. Et les journalistes devraient lui présenter des excuses. Moi, je t'avoue que ça m'a fait mal. En fait, effectivement, il y a un courage de ces personnes-là de venir dans ton documentaire et de reconnaître leurs erreurs, mais je trouve qu'il y a une légèreté quand même de c'est vrai qu'on a publié des... Je me dis, mais il y a quand même la vie d'un gars qui a été détruite, quoi. Je trouve ça hallucinant. Et d'ailleurs, comment ça se fait qu'il y a des gens qui acceptent encore de venir sur tes documentaires? De venir, tu veux dire? Oui, de venir. Je veux dire des journalistes qui ont fait des conneries, et moi je suis mais comment? Non, là, c'est les trois qu'on voit. Alors, il y en a un, il ne savait pas que c'était moi. L'autre, il y a peut-être eu des trucs comme ça. Mais ils ont fini par accepter. Ouais. Notamment, moi, je remercie Véronique Brocard de Libération, qui, elle, a vraiment joué le jeu. D'accord, ok. A accepté, se prêter à l'exercice de l'autocritique. Et elle savait très bien que ça allait être assez terrible, ce qu'elle allait voir comme article publié dans Libération à l'époque. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions autour du film? Moi, ça me permet aussi de juste parler de la situation de tous les prisonniers politiques en général. Oui. Je sais que là, alors, on m'en avait parlé d'un cas, peut-être qu'ils diront plus les détails, mais il y en a un autre en France qui a été enfermé depuis 2024, un certain Ali, qui était un réfugié palestinien. Je ne sais pas si tu connais un peu l'affaire, mais... De loin. De loin, mais moi aussi, on m'en avait parlé, on m'a dit d'en parler, donc je ne sais pas si quelqu'un peut mettre dans le chat, mais ça permet de parler aussi de cette situation-là, et aussi, comme a fait Georges Ibrahim Abdallah, de parler de la situation en Palestine-Israël, le nombre de détenus politiques et tout, donc c'est intéressant lui, c'est ce qu'il rappelle. de monter en généralité à chaque fois. La première chose qu'il dit, c'est le niveau, les conditions de détention des gens dans les geôles israéliennes. Voilà. Là, ça, c'est dur. C'est bien. On a fait une projection à Vitry-sur-Seine avec Salah Hamouri, qui lui a connu les geôles israéliennes. Alors, il les a pas connues dernièrement. Là, tout dernièrement, là, il y a eu des morts, des gens torturés, des Palestiniens torturés. Voilà. La situation est terrible aujourd'hui dans les geôles israéliennes. Il y a aucun respect des droits de l'homme dans beaucoup d'endroits. Mais Abdallah, lui, parlait pour les autres prisonniers. Alors, bien sûr, lui, c'était un politique, mais il parlait de prisonniers sociaux. Il dit que les autres prisonniers, c'est des prisonniers sociaux. C'est-à-dire que c'est la société qui les a mis dans cette situation de se retrouver finalement à commettre des actes délinquants qui les conduisent en prison, et que donc il voit tout ça de manière sociale. Pour lui, c'est pas des droits communs comme on les qualifie habituellement, quoi. Les prisonniers qu'il a eu l'occasion de fréquenter en étant pendant 40 ans et 9 mois en prison. Voilà, merci. Il y a Bouffeton Domac qui a mis le lien pour Ali. Donc, il avait fait 8 ans de prison en Israël, il me semble. Il arrive en France. Il est là en prison depuis 2024 sous pression d'Israël. Donc, il y a une pétition si vous voulez soutenir Ali. Et renseignez-vous, allez voir. Il y a plein de mouvements et plus largement, on pourrait parler aussi largement de la situation de vie dans les prisons. Et ça explique, encore une fois, quand on parlait de ni vieux ni traître hors antenne, mais je trouve que ton film remontre bien aussi ce lien, presque fondamental qu'il y a dans la lutte anticarcérale dans les milieux de gauche avec la lutte anticarcérale. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien qu'il y a
une pensée anticarcérale profonde et développée dans les mouvements militants à gauche, Et communistes, surtout libertaires, ceux etc. de la gauche la plus radicale Exactement. qui ont ou connaissent des gens qui sont passés par la prison. Et que, en Lisez fait, les textes de Rouillant sur la prison, ça va vous faire tout drôle, quoi. Et et c'est ça permet de réexpliquer de façon très pédagogique aussi ce lien fondamental et l'importance justement de la lutte anticarcérale en règle générale, quoi. Il y a un journal qu'il faut vraiment signaler, c'est L'Envolée. L'Envolée, c'est un journal avec beaucoup de témoignages de prisonniers qui a du mal d'ailleurs à rentrer en prison parce que l'administration pénitentiaire essaie de le censurer. Et là, on entend des voix et des récits de gens qui se font massacrer en prison en France, hein, on ne parle pas d'Israël, qu'on n'entend pas ailleurs. Notamment, par exemple, on peut entendre des fois, on peut lire des textes de Redouane Faïd dans L'Envolée. Redouane Faïd, le braqueur qui s'est évadé de manière très spectaculaire, et qui aujourd'hui est dans les QHS, les nouveaux quartiers de haute sécurité, qui sont des conditions de détention terribles à Vendin-sur-Veille et à Condé-sur-Escaut, et qui vont fabriquer, et c'est ce que raconte Redouane Faïd, ils disent ces nouvelles prisons de très très haute sécurité où il n'y a pas de contact humain, où les gens sont vraiment tout seuls dans leurs cellules pendant des heures et des heures, ça va fabriquer des dingues, ça va fabriquer des fous. Et quand ces gens-là sortiront, il faut s'attendre à ce que ça fasse des dégâts. Et il dit, vous êtes cons de réprimer les gens comme ça, parce qu'on va le payer un jour, ça. Et ça, tu peux le lire que dans L'Envolée, parce que c'est des gens qu'on n'entend pas dans les médias mainstream. Ils ont aussi des gens radios comme et tout, Redouane. Et allez lire aussi les travaux de Gweno Laricordo sur Mm. la prison. Je l'avais accueilli pour un talk sur l'abolitionnisme est hyper des prisons. radical sur le sujet. On aurait aimé discuter aussi de toi, de toute ta carrière et tout. Oui, t'as un Malheureusement, tu dois rendez-vous. partir dans Non, on a encore un peu de temps là. 10 On a minutes, encore, 15 non, minutes. Non, 20 minutes. Allez, 20 minutes. Oh, il est gentil. On a 20 quel minutes. plaisir. Le cadeau. Avant qu'on parle très vite de ta carrière, je vous laisserai vous poser des questions. Juste, est-ce que tu as déjà un nouveau projet là? Est-ce que tu travailles déjà sur un nouveau film? Là, je suis en Toi, train tu de t'arrêtes travailler- jamais, toi. Ouais, tant que j'ai la possibilité de faire des films indépendants, ça va peut-être pas durer, j'en profite. Là, je prépare un nouveau film avec Annie Gonzalez, ma productrice, mais là qui est également co-réalisatrice du film sur Bourdieu. On avait déjà fait un film il y a 25 ans qui s'appelait La sociologie d'un sport de combat. Ah oui, mais et là, on est en train d'en refaire un. On est en train de refaire un film qui va s'appeler Bourdieu avant-après, probablement, sur en quoi Bourdieu est la voix de Bourdieu, la pensée, les analyses, les travaux sont importants, même s'ils sont compliqués parfois à comprendre, mais sont importants pour comprendre les relations de domination dans cette société. Je vous la fais courte. Et on va essayer de le sortir juste avant les élections présidentielles de 2027, pour que dans l'ambiance qui va être celle de 2027, où il y aura tout un tas de désinformations, de fake news, de propos totalement délirants, on entende une voix un peu raisonnable pour raconter comment dans cette société certains en dominent d'autres. Et je pense que là, ça va être intéressant d'avoir à nouveau du Bourdieu dans l'espace public. Voilà, donc le prochain film, c'est un nouveau film sur Bourdieu, 25 ans après La sociologie d'un sport de combat, qui était le film précédent. Bah, attends, justement là-dessus, parce qu'on parlait tout à l'heure des galères de diffusion des films, etc. Toi, vis-à-vis du fait de les mettre disponibles plus gratuitement sur Internet, parce qu'il y a pas mal de tes films qui sont disponibles sur Internet, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais un peu plus faire si tu en avais la possibilité ou... Pour l'instant, il n'y a pas sur Internet un modèle économique pour produire des films qui nécessitent des temps, des durées de fabrication aussi longs. Tu vois, le film sur les FARC, 11 ans de fabrication, Abdallah, 7 ans. Donc, il n'y a pas cette économie. Si, il y a Inoxtag là, qui fait Kaizen, mais bon, réunir 500 000 euros pour faire... une merde pareille, moi ça m'intéresse pas. Voilà. Bon, je vais en choquer certains là. Je vais en choquer certains. Voilà. Non, mais surtout, ça implique de faire du flux tout le temps pour pouvoir. Non, mais de toute façon, non, mais ça, voilà, ça... c'est une autre économie. Alors, il y a de l'argent. Un autre genre, quoi. Il peut y avoir de l'argent sur Internet, mais pour faire des choses comme ça, moi, je pense que c'est plutôt pour faire des choses comme ça et c'est pas intéressant de mon point de vue. Non, je suis un peu méprisant là, mais c'est pas vrai. Je méprise pas. Je suis dans ta team, t'inquiète. Voilà. En tout cas, pour des films enquête comme sur l'affaire
l'affaire Abdallah, tout ça, on n'arrive pas à réunir des sommes pareilles. C'est dommage. Et donc, on ne peut pas les mettre en libre dans un premier temps. Il faut d'abord qu'ils aient une économie qui est celle du cinéma. Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux, nous, pour faire ces films-là. Ou la VOD. Et la VOD aussi, il faut vraiment les soutenir en les achetant d'une manière ou d'une autre, ou en faisant des dons. Il y a aussi des gens, ils font des dons. Après, des gens les mettent sur YouTube de manière plus ou moins légale. Mais ce qui est important, d'abord, c'est de trouver les moyens de fabriquer ces objets cinématographiques indépendants, ne pas se censurer. Et ça demande... on ne fait pas ça sans moyens, quoi. Donc, pour l'instant, ce n'est pas les réseaux sociaux et ce n'est pas Internet qui permettent de faire ce genre de film. C'est plutôt le monde du cinéma qui reste un endroit relativement indépendant, pas partout, mais en tout cas pour ces documentaires, et j'en profite. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Le film sur Kadhafi-Sarkozy, il est sorti en cinéma aussi, qu'a produit Mediapart. Personne n'y comprend rien, il s'appelle, de Yannick Kergoat. Les films de Gilles Perret ou des films comme ça, c'est des films qui sortent en salle de cinéma dans un premier temps. Et il faut que les salles gardent cette exclusivité dans un premier temps. Et après, sinon, le modèle économique se casse la gueule. Et le faire vivre des années plus tard. Acheter des archives, ça coûte la peau des fesses. Là, dans ce film, il y a 25 ou 20 minutes d'archives. Ils vous font pas de cadeaux, les gens qui vendent des archives. Bah oui. Donc, et après, si vous les payez pas et que vous les mettez sur une plateforme, ils vont être barrés. Enfin, ils vont être, je sais pas comment on dit. Censurés, enlevés. Démonétisés. Oui, voilà. Donc, on peut pas. Il faut que. J'avais voulu mettre dans un de mes lives l'extrait de Foucault sur les juges et la police, etc. Et au moment de le mettre sur YouTube, c'était en mode indisponible. Cette vidéo ne pourrait pas être vue nulle part dans le monde. Oui, c'est ça. Oui, ça rappelle. Et après, il y a pas. Alors, YouTube officiellement, il n'y a pas de censure haute qu'économique sur des histoires de droit. Mais ce qui est faux, vous avez vu les vidéos iraniennes, là, ils les ont censurées. YouTube a censuré les vidéos des Iraniens parce qu'elles sont trop drôles. Elles se foutent trop bien de la gueule de Trump. C'est incroyable. Il y a une restriction géographique quand même. Donc il ne faut pas compter. YouTube, c'est pas un ami. Oui, non. Et dans le futur, ça le sera de moins en moins. Mais même là, on est sur Twitch, on sait que c'est pas un ami. Et justement sur le. Nous, on est à la merci d'une plateforme états-unienne, détenue par un GAFAM, et on est vraiment. Tu vois, on est sur une ligne de crête et un jour, à tout moment, on peut disparaître. Et puis on est sur on frôle aussi la légalité en termes de droit d'auteur, parce que c'est aussi quelque chose qui n'est pas souvent, qui n'est pas toujours très. Mais on s'en rend pas compte. Enfin, il y a un film qui va sortir qui s'appelle Ceux qui tiennent la laisse, un film de Gilles Balbas qui avait fait Les Nouveaux Chiens de garde avec Yannick Kergoat il y a quelques années de cela. Film indépendant qui devrait sortir bientôt. Mais je crois que l'image de la laisse est bonne. On a tous une laisse. Et il faut essayer de ne pas avoir de laisse, parce que si le jour où les autres ils tirent la laisse, on est mort, quoi. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est ça le problème. Bah oui, je sais, mais non, Lulu, elle est sans laisse, Lulu. Mais justement, alors sur la question intérioriser le contrôle de la laisse. Sur la question du financement, alors moi, ça me rappelle les débats qu'on avait eu avec Judith Bernard, c'est-à-dire que les gros films, les gros livres dans les maisons d'édition, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais quand il y a des trucs indépendants, moi, je suis d'accord. Les gens, faut favoriser. Non, le piratage, tout ça, il y a pas de souci. Mais les gens, si on fait que pirater tout, c'est les grosses productions qui vont s'en sortir. Donc pirater les gros trucs. Il faut pirater les majors, il faut pirater Netflix, il faut pirater. Je sais pas si on a le droit de dire ça. Il faut pirater HBO, il faut pirater tous les gros. Et les petits, il faut les aider. Il faut voler les gros, mais pas les petits. Ouais, je suis d'accord. L'argent que t'économises en piratant les gros, il y a un proverbe espagnol qui dit 100 años de perdón a quien le roba un ladrón. 100 ans de pardon à qui vole un voleur. Donc des voleurs comme les majors, comme ça, il faut les voler, bien sûr. Mais les petits, il faut essayer de les épargner, là. Une éthique du piratage. Et tes films, il y en a qui sont dispo, tu peux les trouver en DVD, t'as des trucs de location. Enfin, dire, les gens, vous avez Google. La plateforme Ciné-Mutin, c'est des copains, là, les Mutins de Pangée, ils ont une plateforme avec beaucoup de films très, très intéressants. Donc, c'est cinémutin. Je sais pas quoi. Ils vont trouver dans là, il y a tous mes films. C'est la seule plateforme qui a tous mes films. Même des films qui ne sont pas sortis en salle. Je me demande s'ils n'ont pas Ni vieux ni traître, s'ils n'ont pas mes films que j'avais réalisés à l'époque de Striptease pour la télévision belge. Ouais, celui avec le publicitaire, là. Notamment celui, le désarroi esthétique, auquel tu fais référence. Donc eux, Ciné-Mutin... Voilà, c'est dans le chat, vous l'avez. Ils ont tous mes films. C'est eux qu'il faut privilégier. Et les gens, ils demandaient s'ils veulent t'aider financièrement. Ouais. Ils peuvent aller aussi sur le site de CP Productions, où les donateurs sont allés mettre de l'argent sur le film sur Abdallah, l'affaire Abdallah, donc CP Productions. Et là-bas aussi, on peut faire des dons, on peut soutenir nos productions indépendantes et libres.
Voilà, je pense que quelqu'un va trouver le site de CP Productions. Oui, t'inquiète, ils vont le mettre dans le chat. D'accord. Mais en tout cas, oui. Et en plus, quand on est soutenu, on se sent encore plus fort, nous, pour aller jusqu'au bout de nos projets, quoi, bien sûr. Quand on n'est pas tout seul, c'est clair. Mais c'est marrant parce que tu disais au début, je connais pas trop les nouveaux médias. C'est marrant parce qu'il y a un paradoxe entre. Je pense que tu fais partie, t'es pour beaucoup un peu, je pense, avec le film Les Nouveaux Chiens de Garde, les tenanciers de la critique médiatique à gauche, en format vidéo en tout cas, où tu as fait des films qui sont très importants, on peut vu pas pris, des films que beaucoup de gens connaissent. Et Internet est un peu passé pour l'alternative pendant longtemps. Je pense que pour ma génération, quand on voyait tes films sur le milieu journalistique, Internet pouvait paraître comme l'échappatoire possible. Et nous, quelque chose dont on parle souvent aujourd'hui, en fait, on constate que c'est une grande, en tout cas de ma part, une grande déception, la soi-disant liberté d'Internet. Et en réalité, les mécaniques d'autocensure que tu décris dans tes films, la respectabilité, le fait de jamais aller trop loin, tu retrouves ces mécaniques-là sur Internet, voire même pire des fois, à mon avis. Et je sais pas si toi, du coup, tu as un avis là-dessus. Est-ce que tu t'es méfié d'Internet dès le début pour ça ? C'est pour ça que tu y es pas ? C'est juste une question de génération C'est d'abord une question de génération. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. On a un vague compte Facebook, Pierre Carl officiel quelque part, mais c'est pas vraiment. Donc, je suis pas Enfin, il y a des gens de ma génération qui sont sur les réseaux sociaux. Moi, j'y suis pas allé. Après, sur Internet, la neutralité du net, elle est abîmée depuis longtemps. Hein. Oui. La neutralité du net, elle est abîmée aussi par les grosses compagnies qui prennent beaucoup de débit, si j'ai bien compris, et qui laissent des miettes aux autres. La vitesse d'Internet n'est pas la même pour tout le monde. Donc, au départ, ça pouvait apparaître comme quelque chose de très démocratique et ça l'a été probablement pour les pionniers. Mais très vite, les gros, les puissants s'en emparent et en font autre chose. Donc, je pense que c'est malheureux, mais il ne faut pas compter sur Internet. Je pense qu'il faut... et comme il ne faut pas compter, à mon avis, sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a des qualités, il y a des avantages, mais les désavantages finissent toujours par prendre le dessus sur les avantages. En tout cas, il n'y a pas de supériorité réelle. Et même ce que je trouve intéressant sur la date par rapport à la politique, moi, ce que j'observe, c'est que, en fait, les journalistes politiques à la télé, ils sont tellement légitimes que quand ils parlent à des personnalités politiques, ils les confrontent un petit peu. Alors, ils les confrontent avec des paniques morales sécuritaires et droitières parce que c'est des journalistes. Et ce qui est marrant, c'est que le journalisme de gauche d'Internet, lui, est dans un effet inverse, c'est que lui se sent tellement illégitime et c'est tellement dur de pouvoir avoir un macroniste, d'avoir François Hollande, alors ce que tu veux, que eux, ils sont dans une autre forme d'autocensure qui est de toujours aller dans le bon sens, d'être plutôt gentil. Ouais. Et au final, tu as presque encore plus qu'à la télé un travail de lèche et de laquais. Ouais. C'est le terme comme on fait avec toi, là, par exemple. Voilà, exactement. Mais je pense que nous, si on avait des velléités d'être pluraliste, on serait là-dedans. Parce que nous, c'est simple, on invite des gens de gauche, de LFI à l'extrême gauche, et on va pas plus à droite que LFI. Donc comme ça, on est tranquille. Oui. Mais tu vois, d'autres émissions, je vais pas les citer, c'est vraiment un problème, tu vois. Je pense que ça va être difficile de ce que tu dis. Il y a une peur que si tu confrontes l'invité, ils ne viennent plus te voir et que du coup, toi, illégitime d'Internet tel que tu es, tu sais, tu peux pas être BFM et envoyer un SMS et avoir un politique sur ton plateau à 22h, quoi. C'est ça. Ouais. Mais moi, je m'étais penché à une époque avec des camarades sur le fait de créer, alors c'était plutôt sur la télévision, essayer de créer une télévision de gauche, tu vois, une télévision... je dirais presque un CNews de gauche, quoi. Mon rêve. Hein. Et idéalement, il faudrait non seulement créer cela, mais comme les autres ont pris beaucoup d'avance, ça fait maintenant plusieurs années qu'ils balancent tout ce qu'ils balancent, il faudrait les interdire un certain temps pour réentendre un discours de gauche. Et la liberté d'expression. Mais pas contredit par des gens d'extrême droite comme c'est le cas actuellement, et qu'une fois l'équilibre atteint, on aurait un CNews de gauche et une chaîne de gauche. CNews de gauche, c'est pas bien, il faut pas associer CNews à gauche. Ouais. Et une chaîne d'extrême droite. Et là, il pourrait y avoir une espèce d'équilibre. Mais d'abord, il faut partir des rapports de force actuels. Actuellement, contrairement à ce que font croire l'autre abruti d'Allonche, le type là, de la commission parlementaire sur le service public est de droite, il n'est pas de gauche. Ils ont même embauché Eugénie Bastier pour la présidentielle. Bien sûr. Il est de centre-droit, on va dire, pas d'extrême droite. Dans ses bons jours. Mais donc, il faudrait d'abord qu'on arrête d'avoir des points de vue de droite, de centre-droit, de droite, d'extrême droite,
hégémonique, comme c'est le cas actuellement, et qu'on entende des points de vue de gauche sur les chaînes de télévision, sur ces médias-là. Et donc, ça passe par des interdictions des gens de droite et par la promotion de chaînes de gauche. Ouais. Et après, quand on aura rétabli l'équilibre, on pourra mettre tout le monde. On aura tout le monde. Peut-être pas. Peut-être que. Mais alors, tu avances ça dans un programme politique, tu passes pour un censeur, pour un. On pourrait appeler ça la révolution culturelle. Ouais. Et peut-être qu'on sera même pas obligé de les remettre. Il y a pas de. Après, une fois qu'ils auront trouvé un hobby, peut-être qu'eux n'auront pas envie de revenir. Ils seront là, ils iront à la pêche. Ou ils seront trop occupés au champ. Non, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui pourrait leur arriver. Tout est possible. Après, moi, ça pose la question, dans tous les cas, que ce soit sur Internet ou en dehors et tout, ça pose des questions de qui possède ces moyens de production, ces moyens de diffusion. C'est-à-dire que tu sois sur Internet ou que tu fasses des films, il y a la question des diffuseurs. Nous, par exemple, YouTube, il y a la question de qu'est-ce qui va être censuré ou pas censuré, la question des algorithmes, qu'est-ce qui va être mis en avant. En fait, eux, ils seraient aussi très contents que on fasse nos petites productions, on est de notre côté, on fait nos 1000 vues, mais ça ne dérange pas. Donc, il y a toujours... Qu'est-ce qui fait de toucher le camp public, quoi. C'est ça. Mais nous c'est notre objectif. Nous, on est propriétaire de moyens de production, tout nous appartient, on a acheté. Mais par exemple, tu vois, la question des algorithmes, c'est là où tu vois que c'est pareil. On parlait des questions. En fait, c'est ça. Parce que tu vois, les questions de lutte armée, par exemple, moi, j'aimerais bien avoir une discussion ouverte sur ce sujet-là. Ce n'est pas possible. Sinon, on perd la chaîne, on perd tout, scandale médiatique, tout quoi. Donc tu vois, il y a un truc où c'est compliqué d'aborder ces sujets-là. Non, mais il faudrait créer un nouveau intranet, non pas un internet, mais un intranet français, indépendant des Américains et des algorithmes américains ou chinois ou autres. Et ça reste à créer. Ressuscite le Minitel. Il faut ressusciter le Minitel, un peu plus rapide, parce qu'on peut le faire plus rapide. Mais pourquoi pas? Moi, je suis pas contre le fait qu'on ferme le net et qu'il soit intranet. Mais c'est ça. Sûr. Mais ça existe, il y a des alternatives, mais le problème, c'est que les gens n'y sont pas. C'est qu'en fait, on est dans ce paradoxe. C'est que si on fait ça, on va être avec les purs et durs, un peu enfermés, et que nous, en étant sur la plateforme hégémonique, c'est là où tu touches le plus de monde. Donc, c'est toujours une négociation entre le besoin de parler au plus grand nombre et la liberté, quoi. Ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, il reste 5 minutes, donc on n'aura pas le temps. Pierre, est-ce qu'on peut espérer te revoir un de ces jours chez nous pour parler de ta carrière? Si vous voulez, on essaiera de faire quelque chose d'un peu plus long si vous êtes frustré par après on est courte. Carrément. Mais c'est déjà pas mal qu'on ait. Non, mais là, il y avait l'actualité. C'est ça, exactement. Je rappelle avant qu'on conclue qu'il y a le film L'affaire Abdallah qui est dans plusieurs cinémas. S'il n'est pas dans votre ville, vous allez dans votre cinéma indépendant et vous demandez la diffusion du film. Vous avez le droit de le faire et plus il y aura de demandes, plus le film aura de chances d'être diffusé. Donc je rappelle l'affaire Abdallah au cinéma, là il est en ce moment même. Donc allez-y, foncez. Que vous connaissiez l'affaire Georges Ibrahim Abdallah ou que vous n'ayez jamais entendu parler de l'affaire, dans les deux cas, le film est trop bien. Allez-y. Et aussi, pour ceux que ça intéresse, il y a aussi une BD dans les oubliettes de la République. Donc c'est aussi sur l'affaire Georges Ibrahim Abdallah avec Pierre Carl et j'ai oublié le nom. Malo Kerfrieden, le dessinateur avec qui j'ai travaillé. Oui, mais j'aurais du mal à le dire. Il est terrifié par les noms. Ah oui, non, mais en plus je lis comme ça, donc je suis Et si vous voulez voir les autres films, les gens, il y avait Ciné-Mutin. Si vous voulez voir les autres films de Pierre. Allez-y, vous allez, ça va être intéressant. En fait, il y a plusieurs fois, on m'a demandé ça dans le chat. Est-ce que tu as des conseils de petits films comme ça, indépendants? Ça peut être une bonne conseil. Mais là, il y a un très bon film qui est sorti, qui s'appelle Un lugar más grande, en espagnol, un lieu plus grand, de Nicolas Desfossés, qui vit dans le Chiapas, qui est un réalisateur français qui vit au Mexique, et qui raconte, j'ai découvert ça il y a une semaine en salle de cinéma, et qui raconte une expérience d'autogestion d'une ville. Les habitants ont pris le pouvoir dans une ville de 25 000 habitants. C'est pas un truc de 200 personnes. Et ils se retrouvent à gérer la police, la prison, le ramassage des ordures. Et ils se retrouvent à être confrontés à devoir faire ça collectivement. Et le film est vraiment très, très intéressant. Un lugar más grande, un lieu plus grand, de Nicolas Desfossés. Je sais pas, ça s'appelle Una Matina Production, je crois. Les gens ont trouvé l'affiche. Je l'ai vu, il est fou. Un lugar más grande. Un lugar más grande, voilà. Donc je le conseille. C'est un film indépendant et qui raconte une expérience d'autogestion à une échelle que je n'avais jamais vue. 25 000, ça commence à être pas mal. Ça commence à devenir intéressant. Et il y a vraiment des discussions très intéressantes quand on se retrouve à devoir incarcérer des gens. Enfin, c'est vraiment intéressant. Allez-y, allez le voir. Trop bien. Écoutez, merci Cassandre, merci Raz, merci Lulu.
Merci. Lulu. Merci Pierre-Carl, c'était un vrai Merci plaisir. à vous, j'étais content de vous rencontrer et puis peut-être pareil. à la prochaine. Ah, carrément. on Si est- Dieu veut. Ah oui. Et merci à Voilà. Milan et à Tom à la réalisation. Et on se dit à très vite tout le monde.